continuer directement à la partie 3 de ce deuxième cours qui concerne les modèles économiques dans le domaine du numérique. Et la partie 3 de ce cours va concerner les modèles basés sur les abonnements et l'accès payant. Finalement, j'ai décidé de rétablir la partie 4. Je vais la faire. Je préfère lui donner son temps. Ok, donc toujours nous essayons de comprendre quels sont les différents modèles économiques qui sont appliqués aux entreprises numériques. On va essayer de trouver quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces modèles. Et on va essayer d'identifier des exemples concrets au fur et à mesure de l'avancée du cours. Ok, donc aujourd'hui, nous allons voir le modèle économique qui est basé sur les abonnements et les accès payants. Mais ça, je pense que vous, étudiants en tant que génération Z, tel qu'on vous appelle, ceux qui sont nés après 2000, vous êtes très à l'aise avec ces modèles économiques qui sont basés sur les abonnements et les accès payants. Même si vous n'êtes pas encore actif au point où vous pouvez payer vos propres abonnements, vous savez au moins ce que c'est pour la plupart. Le sommaire va être assez court pour cette partie. Nous allons introduire ce que c'est que le modèle de l'abonnement et de l'accès payant. Nous allons voir comment on paye ce genre d'abonnement et quels sont les enjeux et défis du modèle. Donc, le modèle économique basé sur les abonnements implique que les utilisateurs payent régulièrement pour accéder à un service ou un contenu numérique. Les abonnements peuvent prendre diverses formes, notamment les abonnements mensuels, annuels, à la demande, etc. Je vais vous dire un seul mot, Netflix. Voilà, Netflix, ça résume à lui tout seul le cours en ce qui concerne les abonnements. Tu payes chaque mois la consommation du service. Tout simplement, le jour où tu décides d'arrêter de consommer le service, tu arrêtes de payer l'abonnement. C'est aussi simple que ça. Et c'est un modèle qui est de plus en plus utilisé par beaucoup d'entreprises numériques. L'accès payant, parce qu'il y a une différence entre abonnement et accès payant. Accès payant consiste à facturer aux utilisateurs un coût unique ou récurrent pour accéder à un service ou un contenu numérique spécifique. Cela peut inclure des achats uniques, des frais d'adhésion, des paiements à l'acte, etc. Ici, on peut dire que l'accès payant, ça ressemble un peu, par exemple, pour ceux qui connaissent d'entre vous, AWS, lorsqu'on utilise la ressource de Amazon pour notre site web. C'est un accès payant où on paye une facture selon l'utilisation du service. Donc ça, ils aiment dire que c'est une facturation à la seconde, en quelque sorte. C'est un peu comme lorsqu'on paye l'électricité. Voilà, on peut prendre voilà, un parallèle extrêmement intéressant. L'abonnement, c'est par exemple lorsque vous payez l'abonnement Internet, ADSL, vous payez par exemple 2000 dinars par mois et vous consommez autant que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est ce qu'on appelle, la data est free. Tu peux consommer autant, tu peux 1 giga ou 1 téra ou 100 téra, c'est 2000 dinars, c'est à peu près le modèle de Netflix. L'accès payant, c'est à peu près son le gaz. C'est-à-dire que lorsque vous payez la facture d'électricité, c'est pas comme la facture d'Internet. La facture d'électricité, vous payez selon l'énergie que vous avez consommée, c'est un accès payant. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Excusez-moi. Mais c'est quoi la relation entre les deux? C'est que vous payez chaque mois. Chaque mois, bon, sans le gaz, c'est chaque 2 mois, mais vous comprenez, chaque mois vient la facture. Abonnement, vous payez la même facture tous les mois, il n'y a rien qui change. Accès payant, vous payez selon la consommation que vous avez faite. Quels sont les avantages? Pour les entreprises, bien sûr, c'est un revenu régulier. Par exemple, je parle de l'abonnement surtout. Netflix, elle a par exemple 100 millions d'utilisateurs. Elle sait précisément chaque mois combien elle va gagner d'argent. C'est-à-dire que on a des revenus réguliers, on prend le prix de l'abonnement, 20 dollars, on multiplie par 100 millions, nous avons exactement combien on va gagner chaque mois. Évidemment, il y a des gens qui partent et des gens qui rentrent. Mais en général, c'est pas 80% qui partent, 80% qui sortent. En général, c'est quelques pourcents qui partent et qui sont remplacés par quelques pourcents qui rentrent. Le revenu est vraiment régulier. On ne passe pas, par exemple, de 1 milliard de dollars aujourd'hui à 200 millions de dollars le mois prochain et après c'est 4 milliards de dollars le mois d'après. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt truc régulier. On sait combien coûte l'abonnement, on sait combien d'utilisateurs on a, on sait à peu près combien on va avoir de personnes. On a aussi la fidélisation des clients. Vu qu'il ne paye pas à l'acte, il a un paiement, il a un abonnement qui est en cours.
il est toujours là, il doit consommer. Il faut qu'il fasse un acte pour se désabonner. Après, lorsqu'il y a une série, il va devoir se réabonner. Donc les gens ne font pas ça. Ils restent abonnés même s'ils ne consomment pas des fois. Par conséquent, on a des clients fidèles qui restent avec nous en général. Sauf s'il y a une catastrophe, évidemment, de type Disney ou de type... je ne sais pas, j'ai pas d'autres exemples en tête. La rentabilité à long terme. Là, puisqu'on a des revenus réguliers, on peut voir venir l'avenir. On sait que on peut faire de la rentabilité à long terme et on peut prévoir de gros projets au fur et à mesure du temps. Une meilleure prévision et planification, ça découle automatiquement des revenus réguliers. La proposition de valeur continue, puisqu'il y a de l'argent qui rentre en continu, on peut à chaque fois proposer du contenu de valeur de manière périodique. La personnalisation et le ciblage, puisque l'abonné est chez nous, on peut lui faire entre guillemets un profilage et on peut lui proposer ce qu'il aime le plus et par conséquent on va le garder plus longtemps. L'évolutivité, là, le service peut évoluer de manière assez libre parce qu'il a un nombre d'abonnés qu'il a pour soutenir son évolutivité. La diversification des revenus. Bon, c'est vrai que les revenus sont réguliers, mais ils sont aussi assez diversifiés. Si la plateforme peut proposer différents services, il y a une possibilité de diversifier le revenu. Et la réduction de la dépendance à la publicité. Normalement, le deal, c'est que si je paye un abonnement, je ne vois pas de publicité. C'est ça le deal. C'est un deal qui est en train de se fissurer en 2023-2024. Il y a des plateformes qui commencent à réfléchir à faire des abonnements avec publicité. Ils te disent, ok, tu payes 15 $, tu regardes, mais il y a de la publicité. Si tu veux regarder sans publicité, il faut que tu payes 25 $. C'est un modèle qui commence à rentrer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Je n'ai no comment. La protection contre la piraterie, oui. Pourquoi? Parce que vu que c'est un abonnement et où tu dois te connecter à un service en ligne, ça veut dire que tu ne possèdes pas de logiciel de ton côté pour consommer ce produit. Et par conséquent, le piratage est très difficile. Okay? Bon, je ne dis pas que Netflix n'est pas piraté, il est piraté. Il est piraté, mais on va dire que il est plus difficile à pirater. Il faut enregistrer d'écran, etc. C'est un peu plus complexe à pirater. De plus, le prix est tellement bas, entre guillemets, c'est relatif, qu'un utilisateur occidental a plus intérêt à regarder Netflix qu'à aller chercher dans des sites pirates des séries, etc., télécharger, attendre que ça télécharge, regarder, après se rendre compte que la qualité n'est pas bonne, que c'est pas la bonne série, etc. Pour ne pas se casser la tête, le consommateur occidental paye. Et normalement, c'est une expérience sans publicité, mais ça, c'est un point qui commence à devenir de moins en moins évident. Finalement, soutien à la création et le contenu créatif. Quand vous payez un abonnement, il faut savoir que vous payez les acteurs. Indirectement, vous êtes en train de payer les acteurs de la série que vous regardez. Oui, il y a quelques micro-centimes de ce que vous payez qui vont chez les gens que vous voyez à la télévision. Et c'est très bien. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal de savoir que nous sommes en train de payer les acteurs ou les futurs acteurs qui vont jouer dans les futures séries. Quelles sont les méthodes de tarification? Pour ce qui est de l'abonnement, nous avons le mensuel et l'annuel. C'est-à-dire que l'utilisateur peut payer un montant fixe tous les mois pour accéder au service, c'est genre Netflix. On peut aussi payer de manière annuelle, on va payer une fois par an pour accéder à un service. Ça, c'est généralement les hébergeurs, quand tu héberges un site web. En général, c'est un paiement annuel. Il y a un abonnement à la demande. Les utilisateurs vont payer uniquement lorsqu'ils souhaitent accéder à un contenu ou un service spécifique. Là, c'est fixé dans le temps, c'est-à-dire que je vais payer pour ce mois-ci, après je me désabonne. Il y a aussi accès gratuit avec abonnement payant. Les utilisateurs ont accès gratuitement au service pendant une période d'essai, après quoi ils doivent souscrire un abonnement payant pour utiliser le service. Netflix offre un mois d'essai. Après, c'est à toi de voir est-ce que tu restes ou tu pars. Bon, ici, on va se dire, ouais, c'est un essai, un an, un mois, on peut essayer un mois, après partir et revenir essayer un mois, etc. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que même pour essayer un mois, pour pouvoir essayer un mois, il faut que tu mettes
ta carte de crédit. Et si tu mets ta carte de crédit et que tu décides de rester, ça va automatiquement commencer à compter. Parce que il faut savoir que Netflix ne te rappelle pas que le mois va finir. Si tu oublies que tu dois désactiver ton test, ton essai, Netflix commence à facturer le mois. Mais il faut savoir qu'il faut mettre une carte de crédit. Ça veut dire que tu ne peux pas chaque mois changer de carte de crédit et redemander un nouveau mois d'essai. C'est compliqué. C'est pour ça qu'ils permettent des essais gratuits avec abonnement payant. Et ça marche très bien. Hein. Les gens essayent, regardent, ouais, c'est pas mal. Oublient de se désabonner et ils sont piégés avec Netflix ou Prime ou autre chose. Ça, c'est pour la tarification à l'abonnement. Nous avons aussi une tarification à la carte. Les utilisateurs peuvent choisir de payer uniquement les fonctionnalités ou le contenu spécifique qu'ils souhaitent utiliser. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est des hébergeurs. Je rentre, j'ai un hébergeur, il me dit, ouais, c'est 15 € par an, ou là, 150 € par an. Et voici la carte. Moi, je dis, ouais, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Et la facture commence à baisser jusqu'à, par exemple, 80 € par an. C'est à la carte, c'est ce que je veux choisir, qui fait que la facture grossisse, soit plus grosse ou moins grosse, au fur et à mesure des mois. Et je peux à n'importe quel moment rajouter quelque chose, enlever quelque chose, la facture va s'adapter automatiquement. Pour l'accès payant, je rappelle que l'accès payant, c'est sur le gaz. Hein. Nouveau niveau d'abonnement freemium, le service offre une version gratuite avec des fonctionnalités de base et propose des niveaux d'abonnement payants pour accéder à des fonctionnalités avancées premium. C'est à peu près ce que commence à faire Adobe avec les Photoshop, etc. Je pense qu'il y a des versions premium et on peut activer des choses en plus. C'est à peu près ce qu'il y a aussi avec JetBrains, avec tout ce qui est des IDE pour programmer, des IDE pour programmer en Python, en PHP, etc. Il y a des versions freemium, des versions community. Et alors, dès qu'on veut quelque chose de plus, il faut payer. C'est à peu près aussi avec VS Code. Si on veut une IA, Copilot, pour nous aider à écrire du code, là, on commence à payer. Mais sinon, VS Code est gratuit au départ. Acte à l'achat, les utilisateurs payent un montant spécifique chaque fois qu'ils effectuent un achat ou une action particulière. Voilà, donc c'est pratiquement de la vente classique. Microtransactions, les utilisateurs, excusez-moi, effectuent de petits paiements pour des fonctionnalités ou des contenus spécifiques à l'intérieur du service. Là, c'est typiquement les jeux vidéo. Et je connais pas mal de cousins et de la famille qui ont eu ce problème avec leurs enfants qui achètent par microtransactions sur des jeux, par exemple sur Fortnite ou sur Free Fire, etc. Je ne sais pas ce que Free Fire contient de la microtransaction. En tout cas, ils achètent des armes, des vies. Lorsqu'ils meurent, ils rachètent des vies, etc. Et la facture peut grossir très vite. Hein. Tu peux avoir 10 millions de centimes de facture juste parce que le gamin a acheté des packs, des skins, des vies, etc. Ça, c'est la microtransaction et ça commence à devenir un gros problème en Occident et les parents commencent à se plaindre et à demander des lois pour que leurs gosses ne soient pas victimes des microtransactions parce que généralement les Occidentaux, ils ont leur téléphone portable qui est adossé à une carte bancaire, il suffit d'appuyer sur un bouton pour acheter. Ni à mettre de code, ni rien du tout. Et leurs gamins, c'est très simple, même ceux qui font les jeux, ils le font exprès de faire des boutons très beaux, etc. Achètent plus de vie pour 5 centimes. Le gamin, il appuie 5 centimes, 5 centimes, 5 centimes. Au bout du mois, c'est 500 € qui ont été consommés. Il y a aussi les forfaits groupés. Plusieurs services sont regroupés et proposés à un tarif global, offrant ainsi une valeur ajoutée aux utilisateurs. Oui, je connais, j'ai pas d'exemple en tête, mais il existe aussi des forfaits comme ça qui permettent d'obtenir plus de services avec un moindre coût que de les acheter séparément un à un et te dire ok, ça coûte 20 €, 30 €, 40 €. Les avoir ensemble, ce serait 90. Les acheter séparément, ce serait 90. Si tu les achètes ensemble chez moi, c'est 50. C'est du marketing, c'est du commercial en fait. Donc voici les tarifications d'accès payant. Quels sont les enjeux et les défis de ce modèle? D'abord, il faut savoir qu'ils ont un très gros problème de désabonnement. C'est-à-dire que une petite polémique peut faire en sorte que des millions de personnes quittent ton service. Par exemple, il y a eu le souci, je pense, avec Disney, qui part dans un esprit assez woke, et ils ont eu des départs massifs d'utilisateurs parce qu'ils ont trouvé que
les séries étaient trop politisées et elles obéissaient trop à des agendas, etc., au dépend de la créativité. Il y a aussi la concurrence féroce. Les abonnements sont très à la mode. Maintenant, pratiquement tout peut être des clients en abonnement. Même Microsoft Word et Excel, avec Microsoft Office 365, on peut avoir une version abonnement. Euh, donc, tout est en train d'être proposé en mode abonnement. Les logiciels, les services sont tous en mode abonnement en ce moment. Parce qu'il y a la fameuse régularité dans les entrées d'argent, la fidélisation du client, etc. La lutte contre la piraterie et la gestion des tarifs. Oui, c'est moins compliqué que d'avoir un logiciel dans l'ordinateur du client, mais pour les contenus créatifs de type Netflix, etc., oui, il y a un souci de piraterie. On dépend aussi de la fidélité du client, ouais, mais voilà, tout le monde dépend de la fidélité des clients, il n'y a pas que ce modèle-là. Il y a aussi l'évolution des attentes des clients. Mitel, un exemple très connu, c'est l'IA, ChatGPT 3, ChatGPT 4, ChatGPT 4,5. Chaque 6 mois, il y a un nouveau ChatGPT qui sort parce qu'il y a la concurrence féroce et on est obligé de ramener toujours de nouvelles choses pour que les clients ne partent pas chez le concurrent. Il y a des évolutions des attentes. Par exemple, ChatGPT 3, ok, les gens ont aimé, mais ils ont dit, ouais, mais ChatGPT ne génère pas d'images. Il y a un ChatGPT 4 qui est sorti, ça génère des images, etc. Je suis certain que dans pas longtemps, les clients vont demander de la génération des vidéos et il sera obligé de s'adapter, etc. Donc, il y a de la concurrence, il y a des attentes qu'il faut combler, etc. C'est assez difficile à maintenir comme niveau de standing. Il y a aussi le service client et support, puisqu'il y a beaucoup d'abonnements, il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre et il faut avoir quelqu'un au bout du fil pour répondre aux clients. En général, maintenant, on met en place des chatbots qui vont gérer 90% des plaintes des clients. Les 10% qui restent, c'est un humain qui va prendre un téléphone pour parler. Et ça, il faut le mettre en place. Et quand on a des millions d'utilisateurs, c'est des call centers conséquents, c'est de l'argent qui doit être mis en place pour pouvoir répondre aux clients, pour pas avoir un bad buzz et dire que voilà, il n'y a pas de service client, etc. Il y a aussi la gestion de contenu et de catalogue. Netflix, par exemple, elle est obligée de faire des films et des séries nouvelles chaque année, de mettre des milliards de dollars pour créer de nouveaux contenus, juste pour garder les gens, pour pas qu'ils partent vers d'autres plateformes. Et il y a une concurrence aussi féroce de Prime et de Disney+. Donc tout le monde est en train de mettre beaucoup d'argent pour générer du contenu, pour garder les clients. Il y a aussi la réglementation des droits d'auteur. Ça, je suppose qu'avec l'abonnement, les gens sont payés pour leur création. Il n'y a pas réellement de débat là-dessus. L'expérience utilisateur, puisque tout est streamé, tout est consommé en ligne, il faut faire en sorte que l'application soit la plus agréable possible à utiliser. L'équilibre entre la gratuité et le paiement, il ne faut pas que tout soit payant, il faut aussi permettre des trucs gratuits, etc., pour pouvoir attirer les gens. Par exemple, là, laisser un mois gratuit, par exemple, c'est devenu à la mode. Il y a des plateformes pour la vidéo qui proposent le premier épisode d'une série gratuit. Tu te dis, ouais, regarde le premier épisode. HPEC, ça te plaît, paye pour voir la suite. Ça existe aussi. La sensibilité au prix, oui, c'est vrai, à chaque fois, lorsqu'ils veulent ajouter $1, il y a beaucoup de gens qui partent. Par exemple, Netflix, lorsqu'il a voulu augmenter les tarifs, beaucoup de gens sont partis. Disney, il a vraiment exagéré en augmentant les prix. Beaucoup de gens en sont partis. Est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine? Est-ce qu'on va pas perdre trop de personnes, etc. C'est des réflexions qui se font à l'intérieur des boîtes pour voir est-ce que oui ou non, il faudrait augmenter les prix ou pas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette partie. Vous voyez que l'abonnement, moi personnellement, si demain vous devez ouvrir une start-up de service, c'est vers ce modèle-là que je vous conseille de partir l'abonnement parce que vous avez vu tous les avantages, régularité des paiements, fidélisation des clients, etc., etc. C'est vraiment un modèle qui a fait ses preuves et qui est très efficace. C'est essayer de réfléchir dans une start-up qui va dans ce sens-là, dans ce sens d'un abonnement plutôt que de faire payer les gens une seule fois ou de courir derrière l'argent pour que les gens vous payent, etc.
Voilà, c'est tout pour cette partie. On se voit dans la prochaine partie, la partie 4, qui va concerner, de la plateforme et l'agrégation. Je vous dis à la prochaine.